Les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux voitures du musée de l'Oéac. Alors ces vidéos pour moi c'est toujours un moment privilégié lorsqu'on va avec l'équipe du manoir de l'automobile sortir ces voitures de leur écrin. Et aujourd'hui, quelle voiture? La Venturi 260 châssis 001. On est dans l'exclusivité. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Alors les amis, vous reconnaissez Nicolas Gégou de chez NJ Motors qui m'a rejoint. Salut Nico. Salut Pierre. Alors Nicolas, aujourd'hui je t'ai fait un beau cadeau on peut dire. Extraordinaire cadeau, un monument de l'automobile. Carrément. Ah ouais, l'automobile française, MVS. Manufacture de voitures de sport. Ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. C'est pas un constructeur français, c'est vraiment un petit artisan qui a créé une voiture dans les années 90, capable de rouler sur la route, mais qui pour autant est digne d'un prototype. Tu connais bien cette voiture toi justement? Écoute, je la connais forcément. Venturi, c'est un nom qui évoque quelque chose pour tous les passionnés automobiles. Oui. Quand tu regardes le design, à l'époque, quand tu feuilletais un magazine, tu avais forcément l'œil attiré par ce produit. Des petites touches de Ferrari, des petites touches d'Alpine, enfin de la vraie sportive de l'époque, Ouais. La 310. Je sais pas, toi, tu reconnais pas des voitures Moi, ça me fait penser un peu à la Testarossa, vu comme ça. Ouais, c'est ça, Ferrari. En plus, avec cette livrée rouge, c'est vraiment une auto incroyable. Les feux escamotables. Les feux escamotables, peut-être un peu de F40. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, tu avais toutes les références de la vraie bagnole sportive de l'époque que deux copains ont décidé à un moment de dire allez hop, on crée ça, on se lance, on fait une bagnole qui va être sympa à rouler, qui va être homologuée pour la route et surtout qu'on va pouvoir commercialiser. Moi, je trouve que ce projet-là... c'est complètement fou. C'est fou, c'était possible dans les années 80-90. Alors on va voir comment, mais il y avait des choses qui étaient plus faciles qu'aujourd'hui en tout cas pour faire ces projets-là. Et je trouve que derrière, ça a construit l'histoire de l'automobile. Eh ben écoute Nicolas, on part découvrir cette Ferrari la française. J'ai hâte. C'est parti. Alors les amis, vous le savez, les temps sont durs et je ne pourrais vous proposer ce genre de vidéo sans partenaire. Et aujourd'hui, le sponsor du jour, vous le connaissez, c'est Car Vertical. Vous souhaitez acheter un véhicule d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Alors les amis, on va tout de suite prendre l'exemple de ce Dodge Ram 1500. Déjà, on voit qu'il a été accidenté. On le voit, c'était un très gros choc frontal. Tout l'avant est à refaire. Les airbags ont bien évidemment sauté. Juste ici, on voit que les kilomètres n'ont pas été trafiqués. Dans la section dommages, on n'a pas les coûts de réparation estimés, mais en tout cas, c'est un accident qui a lieu en 2021 aux États-Unis. Donc les amis, pour éviter toute mauvaise surprise comme ce Dodge Ram 1500 qui a été fortement accidenté, pensez à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des soucis. Et en plus, avec le code RASSO20, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Nicolas, ça y est, nous sommes à bord de cette Venturi 260. La châssis numéro 001, on l'a dit. Privilège, hein. Un privilège, ouais. Celle-ci est encore siglée MVS, manufacture de voitures de sport. Ouais, moi écoute, c'est un honneur de pouvoir utiliser cette voiture-là aujourd'hui, de l'essayer parce que c'est les années 80-90 dans toute leur splendeur, tu vois. C'est l'époque où tu avais des aventuriers de l'automobile. En France, en fait, tu avais quelques gars qui, un peu passionnés, à un moment donné, pouvaient dire « Allez, viens, on construit notre propre caisse et on la commercialise et on peut rouler sur la route avec. » Mais aujourd'hui, c'est inimaginable. Non, c'est beaucoup trop de moyens. D'ailleurs, Nico, ce que je te propose, c'est de retrouver l'un des concepteurs de cette voiture, Gérard Godefroy. Ouais. Il était responsable du design. Il va nous en apprendre un peu plus sur les dessous de sa création. Les amis, je suis avec Gérard Godefroy, le designer de la Venturi que vous venez tout juste de voir sur le circuit de l'Oéac. Alors Gérard, nous avons la chance déjà de vous avoir et nous sommes en présence de deux maquettes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors la maquette du bas, on va commencer par celle du bas parce que c'est la première chronologiquement. C'est une maquette qui est en polyester et qui est une copie de la maquette de la Venturi série 200 définitive. D'accord. Alors que la maquette ici, c'est une étude préliminaire
à la sortie de la 300. Et on reconnaît bien dans la partie latérale l'ouverture ici, qui n'est pas tout à fait comme ça sur la 300, parce qu'il y a eu des évolutions un petit peu entre les deux. Ouais. Mais sinon, on reconnaît quand même, entre les deux voitures, des différences de traité, notamment au niveau des arrondis, puisque la 300 est beaucoup plus arrondie que la 200. Je trouvais que la suite de la 200 devait être une voiture un petit peu plus douce et un peu plus arrondie qu'avec les angles un peu de plus la saillant 200. de la 200. Voilà, c'est ça. Alors, revenons un petit peu sur la 200. Moi, déjà, je trouve que c'est une voiture carrément sublime. D'où vous est venue l'inspiration? Moi, quand je la vois, j'ai l'impression d'avoir affaire un peu à une italienne au final. Les sources d'inspiration, je les cache jamais. Quand je fais quelque chose, on est forcément influencé par des choses que l'on a vues, que l'on a aimées. Ça me paraît tout à fait normal. Comme quoi, par exemple? Ah ben là, dans le cas de l'aventurie, c'est simple. Hein. C'est Ferrari, Ferrari et Corvette, essentiellement. La partie arrière, c'est évidemment Ferrari, mais c'est pas seulement à cause de la ressemblance, mais le faire une partie arrière évidée de cette manière-là, ça permettait d'avoir une vitre arrière plate, Okay. Qui est pas cher du tout à fabriquer. Contrairement à une vitre bombée. Contrairement à une vitre bombée. Parce que notre cahier des charges au départ, c'était pas une voiture de grand luxe, c'était simplement une voiture accessible. Le plus accessible possible. On savait de toute façon que ce serait pas donné, mais accessible. Et mon idée, c'était quand même de compenser le prix qui aurait été forcément un peu élevé par un pouvoir attractif très fort du style. Voilà Nico, on en sait maintenant un peu plus sur la création et le design de cette Venturi. Ouais. Et t'es d'accord avec moi, hein, c'est complètement fou. Ouais, c'était fou. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des choix techniques dans ces autos-là qui sont hyper atypiques et quand même assez proches de ce qu'on trouvait en compétition. Par exemple quoi? C'est du proto, hein, tu vois, on est sur un châssis tubulaire Oui. avec des trains triangulés et en fait souvent des gros moteurs issus de la série. Comme le V6 PRV qui équipait les Alpines. Le fameux V6 PRV qui a équipé moult autos. D'ailleurs PRV c'est Peugeot, Renault, Volvo. Est-ce qu'il était fiable ce PRV? Alors il a eu tellement de déclinaisons, C'est si ça. tu veux, tu as eu tellement de génie à y toucher que tu avais plus ou moins de réussite. Mais globalement, quand tu gardais le moteur issu de la série, je pense que c'était quand même assez fiable, la preuve aujourd'hui. Hein, il est encore dans beaucoup de voitures et on en trouve quelques-uns sur le marché. Alors le PRV d'ailleurs, il a commencé peut-être bien dans les R25, dans les espaces, dans les 605. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait dans les espaces. La cylindrée augmentée, on a parfois mis des turbos, comme c'est le cas ici. Oui, on l'entend bien d'ailleurs. Ouais, il souffle, hein, c'est impressionnant. Il est gonflé à 1 bar. Enfin, il monte jusqu'à 1 bar. Ouais. Alors, ce qui donne pas des chiffres de puissance extraordinaires pour aujourd'hui. 260 chevaux, c'est pas extraordinaire, non, mais à l'époque, faut le remettre dans le contexte, c'est quand même pas mal. C'est génial. Regarde le caractère de cette voiture. On a un truc ronce de noyer, siège électrique. On a tout le confort qu'on veut, la clim. Et à côté de ça, tu as une instrumentation, pression de suralimentation, pression d'huile, une vraie instrumentation d'une caisse très sportive. Et encore à côté, on a quelques détails qui nous rappellent qu'on est dans une voiture, entre guillemets, artisanale. Mais imagine pour l'époque, faire des petites séries, il y en a eu quoi? Peut-être 200? 188. Ouais, c'est ça, moins de 200 exemplaires. Pour un petit constructeur artisanal français, encore une fois, c'est des aventuriers les mecs. Hein. En fait, tu sens que les gars se sont lâchés. Bah oui. On parlait un petit peu du design. Ouais. On retrouve du Ferrari évidemment. Alors ouais, t'as raison, même si de base elle n'était pas prévue pour être aussi luxueuse, en fait c'est un investisseur, Hervé Boulan, qui a souhaité cette montée en gamme. D'ailleurs, Gérard nous explique comment tout ça s'est déroulé. En 84, là au Salon de Paris, la voiture a été présentée, il y a eu beaucoup de réactions positives, et puis il y a eu un investisseur qui s'appelle Hervé Boulan, effectivement, qui a souhaité, lui, s'intéresser au projet, mais à une condition. C'est de monter en gamme. Il a voulu du cuir à l'intérieur, un gros moteur puissant, pour rivaliser un petit peu quand même
avec les hauts de gamme comme Porsche, Ferrari. C'est difficile de rivaliser avec eux parce qu'ils ont une image tellement forte, enfin même Porsche. Et justement, au niveau du design, est-ce que quelque chose a changé suite à l'arrivée d'Hervé Boulan et de cette montée en gamme? Alors, il aurait bien voulu, Hervé Boulan, oui, parce qu'il avait quand même quelques prétentions en style. Et moi, j'étais pas fermé à tout changement, mais les changements qu'il me demandait, j'en voulais pas. Et il m'a même dit à un moment donné, mais Gérard, si vous n'écoutez pas ce que je vous demande, on va pas pouvoir s'entendre. Donc je me suis dit, là, ça commence à tourner au vinaigre, hein, parce que... mais finalement... C'était quoi ces changements il voulait que je mette des feux arrière beaucoup plus gros de la BM suivante. C'est-à-dire la série 3, mais le modèle suivant, avec des proportions qui ne vous convenaient pas. Qui me convenaient pas du tout. J'avais voulu, avec l'arrière, là, ici, j'avais voulu un bandeau ici assez fin. Oui, juste là. Ici, oui, parce que je voulais de la matière ici assez importante, parce que moi, ce qui me plaît dans une voiture, c'est la sculpture de la carrosserie. Et je voulais que ce soit très dense ici, très compact, très solide dans la partie haute. Et si j'avais mis des gros feux ici, d'abord, ça me changeait complètement ma ligne. Les lignes... avec des dominantes horizontales, avec des feux fins et tout ça, tout était par terre, donc moi j'ai dit non. Et à l'intérieur, comment vous êtes Alors, à l'intérieur, designé? ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. La première maquette de tableau de bord, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors je sais pas pourquoi... peut-être à cause de ce que j'ai dit avant. Hervé Boulan a été consulté quelqu'un d'autre pour l'intérieur. Donc, et c'est en fait Guy Greffier qui a fait un design intérieur pour le tableau de bord et les portes. C'est celui qui a été retenu? Alors, en fait, moi j'ai récupéré une ébauche. Mais il y avait des problèmes qu'il avait... soit oublié, soit il savait pas comment le traiter. Par exemple, l'autoradio, il n'y avait pas de place pour l'autoradio. Bon, on savait pas le mettre. Donc c'est quand même un peu de temps, parce que sur une voiture comme ça, il faut un autoradio, hein, même si tout le monde n'écoute pas la radio en voiture. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, il y a Jean-Pierre Beltoise qui est intervenu et qui a dit, si vous mettez la radio, il faut la mettre le plus haut possible, de manière à ne pas quitter la route des yeux. Donc j'ai eu pour mission de finir en fait le tableau de bord commencé par Guy Greffier, et notamment dans la partie haute du tableau de bord, parce que moi, toujours pareil, j'aime bien les arrondis, les modelés, tout ça. Donc j'ai fait le bois de la partie supérieure du tableau, fait un S comme ça, revient en avant pour intégrer la radio. D'accord. Et donc, cette partie-là, c'est moi qui l'ai traitée. Et puis, plein d'autres détails. Les sorties d'air, je les ai changées de place. Enfin, j'ai changé pas mal de choses. Mais l'esprit général, avec des lignes très tendues, c'est d'origine Guy Greffier. Quand on écoute Gérard nous raconter cette histoire, on sent que ça n'a pas été toujours très simple au final. Tu sens que les gars se sont mis aucune limite, quoi. Moteur central arrière, un V6, on met un turbo dessus. Ouais, mais d'ailleurs, avant, c'était même pas un V6. Ils se sont dit, c'est pas assez. Ils sont partis d'un 4 cylindres. Ouais, celui de la GTI, de la Golf. Et puis, issu des constructeurs français, à un moment donné, dans la banque d'organes, t'as le fameux V6 PRV. Allez, vas-y, go, on y va. Tiens, mets-y un turbo, ce sera plus simple. Ouais, voilà. Le Garrett. Le Garrett T3. Ouais. Et là, t'as une auto... mais je suis surpris de l'entendre souffler. Alors, c'est la version sans pot catalytique. Hein. Oui. Donc forcément, l'échappement est un petit peu déjà plus libre. Et forcément, le turbo, quand il commence à monter en pression, on l'entend siffler. Mais tu vois, on est à moins de 2000 tours. J'effleure la pédale et j'entends déjà qu'il commence à charger. Là, regarde là, juste là. Alors, ça souffle. D'ailleurs, le petit Mano est dans le vert. Vas-y, tu peux y aller. Ça donne quoi si tu mets un tout petit peu plus de rythme sans parler de... Alors, je vais pas le faire en virage parce que les pneus... Oui, les pneus. T'entends quand ils grognent. Alors, ce sont des Michelin MXX. Waouh, génial. Et puis alors, la décharge au lever de pied, là. Les Michelin MXX, ils sont un petit peu d'époque, comme tout pneu de voiture de musée au final. Ouais, là, ils sont d'époque. Ils brillent encore. Ouais, ils brillent encore. Je suis à 3500 tours. Ouais. Et j'ai un couple incroyable. Moi, je le sens dans mon siège. Hein. T'as vu ? Et le temps de réponse... C'est génial ça. Mais alors combien ça vaut ça, Pierre ? Parce que... Alors,
Je crois que je vais sur le bon coin tout à l'heure, moi. C'est très difficile à coter, comme il y a peu de modèles au final, c'est assez rare. Celle-ci, c'est le châssis 001, donc Ah bah, je pense qu'elle n'a pas de valeur. elle n'a pas de valeur, mais 001, tu penses que c'était pour la presse, pour les présentations c'est une voiture qui a été offerte au musée en échange de visibilité, entre autres sur le magazine Échappement, Ouais, dirigé, on le sait, hein, par Michel Hommel. ouais. C'était du troc, quoi. Et en parlant de troc, justement, pour pouvoir rester dans un budget limité, ils ont dû utiliser, on l'a vu, des éléments existants comme ce PRV. Mais c'est également le cas pour la carrosserie. Retrouvons Gérard. Alors Gérard, avec Claude Poirot, votre coéquipier avec qui vous avez créé Venturi, dans un souci d'économie, vous avez été obligé de piocher dans différentes banques de pièces. Oui. Lesquelles? Oui. Alors, des pièces qui ont imposé des contraintes de style phénoménales, puisque ça n'est pas apparu aux yeux de tout le monde, mais le pare-brise, c'est un pare-brise de Fuego, et personne ne l'a reconnu. Non. Et quand on le dit pas, les gens ne le savent pas. Est-ce qu'il y a d'autres pièces comme ça? Oui, alors tout simplement les portes. Ouais. Les portes sont des cadres de Fuego aussi. D'accord. Les rétroviseurs, vous les avez eu où? Alors les rétroviseurs, c'est ce que Aston Martin utilise, hein, c'est les rétroviseurs de CX. D'accord. Mais ils sont très beaux, hein, ils sont très bien Ah dessinés. oui, moi je les ai trouvés magnifiques, oui. Ils sont très beaux. Les feux arrière, c'est une... Alors les feux arrière, c'est... alors moi sur la première maquette du salon 84, c'était des Santana Volkswagen. D'accord. Mais on n'a pas pu les garder tout simplement parce que Volkswagen nous a pas autorisé à les monter sur une voiture. Ok. Mais vous avez quand même gardé des feux allemands et vous avez opté pour BMW série 3. C'est quand même des feux allemands. Moi ce qui me gênait un petit peu, c'est que dans le traité, ils étaient un peu trop arrondis à mon goût. Ok. Ouais. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus plat, mais bon, ça passe. Oui, ça lui va quand même très bien. C'est tout au niveau des pièces Si, il y a quand même un petit détail, mais c'est un détail. C'est les clignotants, Oui. avant, qui au départ étaient des... Il y a eu deux Golf, il y a eu une version avec des Porsche, et puis finalement c'est des Renault 16 TS et Renault 5 Turbo D'accord. qui ont été montés devant. Et ça, on le trouve... on les trouvait assez facilement à une époque. Aujourd'hui, je sais pas, mais je crois que ça se trouve encore. Eh bien Gérard, merci beaucoup pour votre accueil. Encore félicitations pour toute l'aventure Merci. Venturi et pour tout votre parcours. Merci. Et c'était un honneur de vous rencontrer. Pour moi, c'était un plaisir de vous en expliquer les détours et contours. Merci beaucoup Gérard. Les amis, si vous souhaitez découvrir le parcours exceptionnel de Gérard Godefroy, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste ici. Et là, il m'a dit, bon, quel est le modèle Peugeot qui te plaît le moins? Alors j'ai dit, la 104. Mais Ouais. pourquoi? Parce qu'elle était mal foutue, tout simplement. Si vous désirez davantage d'informations sur l'histoire de Venturi, je vous recommande également le livre Venturi, GT à la française de Pierre Doubros. C'est une réédition, c'est presque un nouveau livre tellement il y a eu de nouveaux éléments d'ajouter. Le lien est dans la description. Je suis surpris par le caractère de la voiture. Moteur déjà, l'étagement de la boîte est vraiment convenable. Châssis, on a une précision, l'assistance. L'assistance était géniale, je trouve. Ouais, elle est incroyable parce que quand on a des voitures avec des moteurs arrière ou en centrale arrière, on a parfois un train avant un peu léger. Là, c'est vraiment pas le cas. On a du combiné fileté, donc des amortisseurs qui sont réglables. Je pense que pour des facilités d'installation, vous avez fait ce choix-là. Mais ça rend la voiture hyper précise et elle a un vrai caractère sportif. Oui, carrément. C'était l'âme de la voiture. Ben écoute, à mon avis, on doit avoir des communautés de passionnés. Ouais, il y a des clubs. Et d'ailleurs, si Michel en a une aujourd'hui dans son musée, c'est pas pour rien. Hein. C'est que c'est une auto qui évoque quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, il faut aller visiter ce musée. Voilà. On le rappelle à chaque vidéo, mais il faut y aller. Tous les modèles que tu as déjà fait découvrir via la chaîne, Ouais. c'est un petit C'est un tout petit échantillon de ce qu'il y a au des musée. 400 voitures qu'on retrouve, des 400 trésors qu'on retrouve dans le musée. Ouais. D'ailleurs, encore merci à eux de nous les faire découvrir. De les mettre à disposition. Merci Mais à eux avec et à ça, l'équipe. Je sais pas si j'aurais eu l'occasion de rouler dans une auto comme celle-là autrement que via le musée. Moi non, c'est sûr. Si vous êtes passionné comme nous d'automobile, n'hésitez pas à aller faire un tour au musée de l'Oréac. Vous en prendrez, comme d'hab, je le dis, plein les oreilles, plein les yeux. Plutôt plein les yeux. Oui, parce que il y a le turbo en même temps. La sonorité, t'as vu? Le V6, finalement, on l'entend un peu, mais c'est Ouais. surtout le turbo qu'on entend souffler. Oui, on entend vachement le turbo. Les versions catalysées devaient faire moins de bruit.
je pense. Ça doit être moins sympa. Ouais. Et en fait, elles sont pas restées longtemps non catalysées. Ouais. Je crois qu'elles sont restées 2 ans, de 89 à 90. Bah oui, après les normes sont arrivées. Ouais. Tu sais, tu as eu l'injection électronique et très vite après. Ah oui, le après Qatar, il fallait plus faire d'émissions. Oui. En revanche, j'avais lu que l'entretien de cette voiture était assez coûteux. Il y avait des révisions à faire tous les 5 000, les 10 000, les 20 000. D'accord. Mais ouais. c'était des révisions à chaque fois qui coûtaient assez cher. Et le budget annoncé par Venturi, rien qu'en entretien, c'était 2 500 € par an. 2500 par an. Oui. Et pour l'époque, ça commence à chiffrer. Hein. Bah, quand tu veux marcher sur les plates-bandes de Ferrari ou Porsche, à un moment donné. Oui, il faut rehausser les standards, oui, c'est sûr. Exactement. Mais d'ailleurs, est-ce que tu crois pas que ça a un peu causé la perte de Venturi? C'est lorsqu'ils se sont engagés en F1 avec la rousse. Ouais, bah alors, tu sais, moi j'ai un avis pour bien connaître ce qui s'est passé en Angleterre avec tous ces constructeurs artisanaux. En fait, on crée une voiture, ça marche. Ouais. On met tout ce qu'on a dans cette passion pour commercialiser un modèle. Et puis bah, derrière, forcément, pour faire de la course, il n'y a qu'un pas. On va faire de la course, on va faire les 24 heures du Mans. Puis tiens, ça marche tellement bien qu'on se dit on va aller faire de la F1. Et puis bah, à un moment donné, la F1, la vérité te rattrape. Hein. Bah oui, c'est hors de prix. Hors budget. Une fois que l'aventure est lancée, ben il n'y a pas le choix, faut y aller. Hein. Faut lâcher l'argent. Bon, et puis à la fin de l'année, tu fais les comptes et tu dis... Il y a plusieurs millions de trous. Il y a tellement d'exemples. Et pour autant, tous ces exemples ont écrit un morceau de l'histoire de l'automobile. Ça, faut pas l'oublier. Lotus en est l'exemple, Aston Martin en est l'exemple en Angleterre. Ce sont des marques qui existent toujours, qui ont coulé des dizaines de fois, qui ont été reprises toujours par des passionnés. Venturi existe toujours. Je sais pas si tu avais vu. Ah bah bien sûr. En revanche, ils ont pris un virage complètement à 180. Ouais. Ils se sont lancés dans la voiture électrique, dans les audits, le développement de voitures électriques. Et ils sont présents en Et ils sont présents en Formule I, et exactement. Quand même. Donc il y a toujours une empreinte très compétition et sportive. Ça a été racheté par un riche monégasque. Et voilà. Donc mais la marque perdure. Et c'est pas fini parce qu'ils ont signé avec Elon Musk et SpaceX Ah bravo. pour mettre au point le dernier rover qui va aller sur la Lune en 2026. Moi je trouve ça complètement fou. Incroyable. On est passé de ça à un truc qui va aller rouler sur la Lune. Si je mets un peu de rythme, je pense qu'on est capable d'aller sur la Lune aussi, nous. Ah bah vas-y, volontiers. Tu sais, la réponse à l'accélérateur pour un moteur turbo de cette génération-là, Incroyable. incroyable. Tu vois comment elle charge, on est à 4200 tours là. Alors, ton avis d'ingénieur motoriste, est-ce qu'il y avait beaucoup d'électronique, de gestion à l'époque? Clairement pas. On était vraiment sur les tout débuts en fait de la gestion électronique. Je pense que là, ce qui sauve, c'est la qualité du turbo. Hein. Un Garrett T3 à l'époque, c'était la référence. Oui. On a un circuit de suralimentation, je regardais un peu tout à l'heure, qui est assez court. Hein, donc forcément, le circuit met peu de temps à se mettre en œuvre. On est sur une architecture du V6 en 2,8 litres qui permet aussi d'avoir un couple présent assez tôt. Déjà, les qualités intrinsèques du moteur font qu'il est couple de base. Et après, écoute, j'ai envie de te dire, l'électronique est juste suffisant pour gérer l'injection et apporter cette réponse qu'on n'aurait peut-être pas forcément avec des injections plus anciennes, type carburation, tu vois. Oui, je comprends. Peut-être un peu plus capricieux que ces injections électroniques. Je suis très très surpris. Il doit y avoir beaucoup de développement quand même pour faire fonctionner ça comme ça. J'imagine aussi, mais je comprends aussi certains investisseurs qui ont été séduits lorsqu'elle a été présentée dans les années 85. Ouais. Ça m'étonne pas que le directeur, le directeur du style justement de chez Volkswagen lors de sa présentation a été intéressé, lâche sa carte. Il y a une vraie empreinte en tout cas. On a une identité sportive qui est indéniable. On a un comportement mécanique, que ce soit châssis ou moteur, qui est marqué, tu vois. Oui, bah oui. Moi je trouve que le tableau est coché. Hein. On fera plus jamais de trucs comme ça. Non. Aujourd'hui. Alors tu sais, aujourd'hui on retrouve quand même quelques petits artisans constructeurs qui se sont lancés dans le développement de caisses comme ça, mais électriques. La réglementation des voitures électriques aujourd'hui permet d'homologuer des autos un peu atypiques et de laisser un peu libre cours à la création comme c'était le cas pour ces modèles-là. Tu prends une Alpine A310 avec le V6, l'architecture est très similaire. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, Claude Poirot et Gérard Godefroy, les deux fondateurs de MVS et de Venturi, sont vraiment allés, je trouve, au bout de leur rêve, quoi. Ouais, bah là, on n'aurait pas fait mieux. Hein. Tu sais, d'ailleurs, j'ai une anecdote, et il faudrait quand même la vérifier, mais j'ai quasi la certitude que le train avant des Venturi a servi à l'espace F1. Ah ouais? J'ai entendu cette anecdote-là, alors j'aimerais bien avoir la certitude, mais en gros, quand ils ont développé l'espace F1 avec le moteur et la boîte et le train arrière de Formule 1, il manquait un train avant, assez large pour pouvoir supporter tu vois, les dimensions du truc. Ouais. Et donc, ils ont cherché, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Bah tiens,
Venturi, ils ont un train avant qui est pas trop mal. On va le mettre sur l'espace F1. Et bah écoutez les amis, si vous en savez un petit peu plus sur cette anecdote d'espace F1 qui aurait le train avant de cette Venturi, n'hésitez pas à le dire comme d'hab dans les commentaires. Est-ce qu'on pourrait tenter un petit tour chrono? Ouais, on peut faire. Ça freine bien. Le feeling à la pédale, en tout cas, il est appréciable. Ce serait quoi comme frein? Parce que c'est du monopiston, ouais. C'est passé ensuite, je crois, j'ai vu certaines images avec du 4, toi aussi t'en as vu? 2 ou 4 pistons, ouais, il y a eu différents montages. Peut-être sur les générations qui étaient plus puissantes, les 400. Mais là, effectivement, on est sur du simple piston qui doit très certainement être issu de la série, peut-être du Renault. Ouais. Mais on est sur un disque, tout ce qu'il y a de plus basique, pas percé, pas rainuré, avec un monopiston en étrier. Mais la voiture n'est pas si lourde. Hein, peut-être que l'endurance, quand même, il faudrait tester. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Tu vois, aujourd'hui, en course, on a l'habitude de rouler à 100% de la voiture pendant toute la course. À l'époque, les mecs, pleine course, ils pouvaient de temps en temps faire un petit tour un peu moins vite, histoire de refroidir. Bah ouais, c'était pas capable de tenir des longues distances, ces autos. Donc, en même temps, ça a tellement progressé, tout ça. Bien sûr. Tu te souviens, la ligne de départ est juste là-bas, après le vibreur. Ouais, je pense que l'embrayage patine un tout petit peu. Ah, c'est génial. J'adore, hein. Ouais. Et le comportement a l'air tellement dynamique. C'est parti. Wow. J'ai 2 bouts de bois à la place des pneus devant. Et alors quand le turbo se met en route, il y a là. J'adore. C'est génial. Tu crois que ça freine au bout? Bah écoute, on va voir ça. Oui, ça freine même très bien. Ça freine droit. Un petit talon pointe. Il passe comment? Très très bien. Le pédalier tombe sous le pied. Là, alors là, je vais être raisonnable. Tu prends large? Ouais, je vais pas remettre gaz trop tôt. Regarde les freins. Moi je trouve que ça freine bien. Bah oui, attends, j'ai été mis 10 ans. Le châssis c'est vraiment rigide. Hein. Wow. C'est le dérapage de l'arrière. Alors il n'y a rien de déroutant. Non. Elle fait ce que je lui demande. Elle est équilibrée. On a un train avant qui a du grip. On a un train arrière qui passe la motricité jusqu'à ce qu'on lui demande de un petit peu enrouler. Je trouve ça, mais alors... C'est génial. Extrêmement sain. Alors imagine avec des pneumatiques récents. Mais non, mais ça doit être dingue. Oui. C'est la belle surprise. Alors verdict, sans trop forcer, nous sommes à 1:30:60. Bon, écoute, pour une grand-mère... Avec Alban sur la Ford Escort, nous avions réalisé 1:35. Ah, dommage Alban. Il y a quelques petites diffs quand même avec la MK2. On remet ça quand tu veux. Non mais oui, c'est un monde entre les deux, c'est pas du tout les mêmes voitures, mais... Tu vois, là, mon instinct mécanique reprend un petit peu le dessus, j'ai pas dépassé 5000 tours, je force pas les trains, on aurait pu un peu plus enrouler, on aurait pu un peu plus taper dans les freins. Non mais le musée nous fait confiance. Ouais, je veux vraiment pas abîmer cette merveille. La numéro 1, je pense qu'elle mérite qu'on prenne soin de sa mécanique. Exactement. Bon bah écoute Nicolas, je crois qu'il est temps malheureusement de rendre cette Venturi 260 SPC, châssis numéro 0001, au musée. Ouais, remettons-la bien au chaud. Une merveille comme ça, c'est un trésor, hein, c'est l'identité de l'automobile française, l'identité de l'automobile sportive tout court. Faut pas oublier que dans 15-20 ans, je pense que le patrimoine automobile aura quand même beaucoup perdu en qualité. Hein. Et des modèles comme ça, c'est l'histoire, c'est une vraie histoire. Et tu vois, le terme d'aventurier, il prend tout son sens. Les mecs à l'époque, c'était des aventuriers. Et tu sais quoi? Venturi, ouais. Fallait que ça fasse penser à aventure. Ah ouais, ben tu vois. Adventure. En plein dedans. Voilà. Génial. Une caisse d'aventuriers. C'est ça. Achetez-les toutes. Bon bah, merci Nicolas de nous avoir parlé un petit peu de cette voiture, de m'avoir accompagné dans la présentation de cette Venturi. Avec grand plaisir. Les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant qu'à nous. C'était une super découverte. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. Sinon, vous ratez des choses. Et puis nous deux, on vous dit à très très vite sur Asso West. À bientôt. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.